Bienvenue à Parlons-en, une émission que nous consacrons aujourd'hui avec Patrice Trappier du Journal du Dimanche à la France et à sa mémoire paysanne. Alors justement, que reste-t-il de cette mémoire-là, de cette mémoire paysanne dans la France d'aujourd'hui? C'est le thème du débat du jour, un thème d'ailleurs au centre de la 15e édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Et je vous présente tout de suite nos invités. Alors tout d'abord la géographe Sylvie Brunel. Vous êtes professeure de géographie à la Sorbonne et vous venez de publier Géographie amoureuse du maïs, c'est chez Jean-Claude Lattès. Avec nous aussi l'historien Alain Corbin. Vous êtes professeur émérite aussi à la Sorbonne, à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez consacré de nombreux ouvrages au monde paysan. Et le dernier, Les conférences de Marterolles, est publié chez Flammarion. Et enfin, Olivier Rollinger, l'un des grands chefs français. Je crois que vous préférez qu'on vous appelle, cuisinier à Cancale. Oui, tout simplement, parce qu'il y a déjà tellement de chefs aujourd'hui que... Donc vous n'avez pas cette... Cuisinier ou cuisinière, je trouve ça très joli. Vous n'avez pas cette vocation de chef, et vous avez en tout cas deux passions, la gastronomie et les épices. Et vous venez d'ailleurs de publier Épices et Rollinger, c'est aux éditions Imagine & Co. Mais avant de vous donner la parole, une question. Que reste-t-il de cette civilisation rurale, de cette France paysanne? Réponse en images recueillies dans les couloirs de l'Assemblée nationale par Chloé Baïse et Éléonore Picot. La France est un pays de paysans, oui, et on en est fiers. Il n'y a pas de pays sans paysans. Et moi, je suis aussi de celles et ceux qui aiment la ville, qui aiment le monde urbain, mais qui aiment aussi la nature et qui suis aussi un peu paysan dans ma manière d'être, un peu rupestre, un peu préhistorique quelquefois, mais c'est une bonne chose. Beaucoup de Français ont un lien avec la terre, soit parce qu'ils ont des grands-parents paysans, soit parce qu'ils se sentent fortement enracinés dans une région, parfois dans un paysage, dans un terroir, ce qui est une façon aussi d'avoir une relation avec la terre. Nous sommes sans doute le pays d'Europe, si ce n'est le pays au monde qui a la plus grande diversité de production agricole, de production alimentaire. C'est aussi un lien avec la gastronomie. Moi, j'y suis très attaché. Je défends cela comme faisant partie de l'identité française, en effet. Malheureusement, nous avons perdu une place prépondérante puisque nous ne sommes plus le premier pays producteur en Europe. L'Allemagne nous a dépassés. Mais je crois que les paysans ont un rôle à jouer, bien évidemment, sur la qualité des produits et également sur l'équilibre des territoires. Je pense que les paysans français demandent et attendent à être défendus en Europe. On avait mis en place une exonération de charges qui permet de soutenir l'emploi dans le monde paysan. Revenir en arrière en ce moment, revenir en arrière en période de croissance du chômage, c'est perdre des chances à la fois pour la compétitivité de cette agriculture-là, mais aussi pour l'emploi. En tout cas, les paysans aujourd'hui ne sont pas perdus dans l'Europe puisqu'ils sont les premiers bénéficiaires des politiques agricoles communes. Je pense que les paysans français se sentent malmenés souvent, malmenés à la fois en effet peut-être par la politique agricole commune, par certaines concurrences qui apparaissent d'ailleurs parfois déloyales. Dans notre pensée collective, c'est un point extrêmement fort qui s'exprime notamment par la multiplicité des fromages, la multiplicité des vins et la multiplicité des plats régionaux. Et ça, avant qu'on enlève ça aux Français, je peux vous dire que la Commission de Bruxelles devra se lever tôt, elle n'ira jamais. Je crois qu'aujourd'hui, nos concitoyens, mais l'ensemble des Européens, sont favorables à une agriculture de qualité. On a coutume de dire que tout Français a un ancêtre paysan. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, tous les trois, et en commençant par Alain Corbin, quels sont vos liens familiaux avec le monde rural? Oui, effectivement. Mes ancêtres normands étaient soit artisans de débours, soit agriculteurs. Mais pour ma part, avant, disons, l'âge de 23 ans, j'ai essentiellement vécu dans le bocage profond des collines de Normandie au sud du Cotentin. Et après, vous avez migré vers la région parisienne. Non, vers le Limousin que j'ai étudié. C'était encore un travail sur le monde rural. Et puis Tours, Paris, oui, effectivement. Olivier Rollinger. Bien, tout en étant né au bord de la mer, effectivement, moi j'ai la chance d'avoir eu des grands-parents maternels qui habitaient une ferme à côté de Rennes, donc vraiment dans le pays de l'Argoate, quoi, hein, dans le pays des bois des Bretons. Et puis, je crois que même le bord de mer est toujours... c'est la campagne au bord de la mer. Et la Bretagne est un grand potager au-dessus de la mer. Et vous, Sylvie Brunel, vous êtes toujours un peu paysanne Aussi loin que je remonte, je ne trouve que des ancêtres
agriculteur. Je descends d'une famille de vignerons du Languedoc et je suis moi-même toujours agricultrice puisque j'élève des chevaux dans la Drôme. Agricultrice. Je suis une agricultrice sentimentale voilà, et contemplative, sentimentale. mais j'ai le statut d'agricultrice. Alors, en quoi les paysans ont-ils modelé, puisque vous êtes géographe, la géographie de la France? Nous sommes une nation où les agriculteurs occupent 60% du territoire. Il y a 30% qui sont des forêts et 60% du territoire sont des agriculteurs. C'est-à-dire que la France est un pays de paysage agraire. Ce sont les peintres et les graphistes du paysage et cette agriculture très présente, même si les paysans sont beaucoup moins nombreux, puisqu'ils étaient 5 millions au début du siècle, du XXe siècle, et ils sont moins de 500 000 aujourd'hui. Ça, c'est la condition de l'entrée, malheureusement, dans la mondialisation. Mais nous restons, avec nos 36 000 communes, avec notre parcellaire, nous restons étroitement liés à notre enracinement agraire. Alors, le monde paysan, c'est aussi une histoire. L'histoire de France, c'est aussi l'histoire de la paysannerie. Oui, essentiellement. La population française était majoritairement rurale, hein, sinon paysanne, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas la même chose. Ah non, était. Et donc là... Était jusqu'au 19e siècle. Ah non, disons, le basculement, siècle, je dirais la moitié du 20e siècle, les années 50, quoi, qui ont tout... Il y a deux grandes phases d'exode rural, hein, liées à la guerre pour commencer, la Première Guerre mondiale, et liées à la... l'exode rural était commencé auparavant. Ce qui caractérise la France, d'ailleurs, dans ce domaine, si vous la comparez à l'Angleterre, c'est la régularité et la lenteur de l'exode rural qui a dégraissé, en quelque sorte, si vous voulez, la population rurale de ces éléments successifs. D'abord sont partis les journaliers agricoles, les domestiques agricoles dont on avait moins besoin, au profit de moyens propriétaires. Tout ça était extrêmement compliqué au XIXe siècle. Hein. Les moyens propriétaires se sont enrichis, se sont même multipliés durant la seconde moitié du XIXe siècle. Donc il ne faut pas voir quelque chose de linéaire. Pas de déclin. Pas linéaire. Le village français en 1900, par exemple, quand beaucoup de journaliers agricoles étaient partis, beaucoup de domestiques étaient partis, et où il y avait des sociétés de sport, de chasse, de pêche, etc., grâce au vélo et à la carriole, était devenu quelque chose d'assez gai. Faut pas avoir faut pas s'imaginer quelque chose de noir. Hein. Je parle de la période 1900, dans de nombreuses régions. Mais la France est une marqueterie. Alors, évidemment, que de commun, qu'est-ce qui est commun entre le paysan du Cotentin dont on parlait et celui qui est sur la côte d'Azur. Ou celui de la Drôme éventuellement, Sylvie Brunel. Alors vous publiez donc un livre, La géographie amoureuse du maïs, et vous expliquez à la fin de votre livre que le maïs est à la fois un mystère, une mystique, une méfiance et un miracle. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça aussi du monde paysan? Bien sûr, on peut dire ça du monde paysan, mais ce qui est marquant avec le maïs, c'est que nous ne connaissons pas en France le maïs, alors que c'est la plante de tout l'ouest de la France. Et le monde paysan, alors? Eh ben, le monde paysan, nous avons... Vous dites que c'est très important le maïs, justement oui. Alors, le monde paysan, ce qui est très marquant aujourd'hui, c'est qu'alors que nous venons tous du monde paysan, alors que les présidents de la République, jusqu'à une période très récente, se représentaient sur fond agraire... Jusqu'à Jacques Chirac. Jusqu'à Jacques Chirac, la force tranquille de François Mitterrand avec le village aussi, eh bien il y a une sorte de méconnaissance aujourd'hui de nos racines. Et on le voit bien par exemple sur la question alimentaire. Nous oublions d'où nous venons, nous oublions comment nous vivions dans les campagnes il y a 50 ans et nous avons une sorte de vision assez idéalisée de ce monde qui fait que nous n'acceptons pas l'agriculture d'aujourd'hui. Nous voudrions que l'agriculture française reste le monde paysan d'hier parce que c'est ce qui reste dans les mémoires collectives. La gastronomie peut-être avec Olivier Rollinger-Patrice. Oui, la gastronomie c'est un témoin du passé rural. En tous les cas, les cuisiniers, les cuisinières, et pas simplement les cuisiniers étoilés, mais au quotidien, les hommes et les femmes qui font leur marché, préserve le patrimoine culturel, cette identité du produit. Et je pense que les cuisiniers, enfin la restauration, la gastronomie a pu préserver justement cette vitrine de la diversité des produits, de la qualité des produits, sans quoi, s'il n'y avait eu que les centrales d'achat des grandes surfaces, nous aurions aujourd'hui un panier bien appauvri. Mais
ces cuisiniers ont présenté cette vitrine, ces légumes oubliés, Et ces épices aussi auxquelles alors vous ça, intéressez. oui, évidemment, c'est une autre histoire, mais c'est une autre histoire. C'est une histoire, c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire des épices. C'est la raison pour laquelle les hommes ont construit des bateaux, sont allés de l'autre côté de l'horizon, allaient à la rencontre de l'autre, du différent, et que d'utiliser des épices, c'est déjà accepter l'autre, le différent, le comprendre et déjà un peu l'aimer. Donc l'avoir à sa table, c'est déjà inviter l'étranger à sa table. Alain Corbin, pardon. Donc, sur cette mémoire paysanne, et les valeurs de cette mémoire paysanne, de cette France rurale. Oui, là, il faudrait s'interroger sur ce qui est resté dans les mémoires. D'abord, je crois la valeur travail. Hein, le paysan du 19e siècle, les travailleurs, il a horreur du fainéant. Dans les campagnes, on est apprécié en fonction de sa capacité au travail. Le travail à l'effort, c'est lié. À l'effort. Et aussi le sens de l'économie. Hein. Absolument constituer un patrimoine, regrouper les différentes parcelles pour accroître sa propriété, avoir des secrets de famille qui sont en quelque sorte des ambitions de patrimoine. Ça, c'est quelque La passion chose. de l'épargne des Français La vient de là. passion de l'épargne. Je pense qu'en partie, oui, essentiellement. Mais alors, il y a aussi autre chose qui caractérise le paysan, c'est une certaine réserve, une certaine parole rare, un silence. Taiseux. C'est quelqu'un qui, dans son silence, observe. Observe et s'observe aussi. Et s'observe aussi, mais qui est capable à ce propos de dérision à l'égard de l'autre, tout en conservant son silence et son quant à soi. Et le silence est extrêmement important parce que la plupart des familles paysannes avaient des secrets et qu'il valait mieux ne pas les divulguer. Les anthropologues ont beaucoup étudié ça. Alors, quand vous vous en avez découvert des secrets tout au long de votre carrière et de vos recherches? Oui, mais surtout dans les familles du sud-ouest, par exemple, hein, ou même du Limousin, des familles qui étaient des familles larges, des familles patrimoniales, avec un patriarche, si vous voulez, et puis les enfants qui formaient plusieurs couples à l'intérieur de la maison. Quand vous pensez à Dominici aujourd'hui, qui revient souvent, je crois que... L'affaire Dominici. des années 50. Oui, ça, il me semble que ça évoque ce que je disais à propos du taiseux, de celui qui ne parle pas, de celui, etc. Et alors, du même coup, le paysan pouvait s'estimer surtout quelqu'un du terroir, hein, n'aime pas trop le hors-saint, comme on disait en Normandie, celui qui vient de l'extérieur. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est capable de dérision. Et je crois que les historiens de la politique se sont souvent trompés en pensant que les paysans étaient une cire molle, qu'il suffisait de leur proposer une idéologie pour qu'ils l'acceptent. Pas du tout. Le paysan a un sens de la dérision, se moque du parisien, réestime, si vous voulez, tous les apports extérieurs en fonction de ses intérêts. On va y revenir à toutes ces valeurs. Sylvie Brunel. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Alain Corbin? Ça correspond à ce que... Mais complètement. Vous me permettez de donner un exemple tiré du maïs une nouvelle fois quand Christophe Colomb rapporte le maïs du Nouveau Monde en 1500, évidemment, c'est une plante totalement étrangère. On ne la retrouve pas dans les... ni les Romains, ni les Arabes ne connaissaient le maïs, donc on va l'appeler le blé d'Inde, le froment de Turquie. Et puis, peu à peu, le maïs devient une plante locale, parce qu'au départ, on ne paye pas la dîme sur le maïs, on paye la dîme sur le blé. Et puis, on se rend compte que quand on le fait à l'arrière, dans les jardins, eh bien, ça prolificité fait qu'on ne meurt pas de faim. Et ce qui est très marquant, c'est qu'on va voir apparaître des maïs français, des maïs qui sont des maïs régionaux. Et quand après la Seconde Guerre mondiale, quand la France est affamée, quand elle dépend des États-Unis, et que dans le cadre du plan Marshall arrivent les hybrides, les paysans, et surtout les vieux paysans, vont refuser ces maïs américains parce qu'ils vont dire qu'il écorche le jabot des poules, qu'il est mauvais. Et en plus, ces maïs hybrides sont trop grands. Le paysan français, il n'est pas grand, il fait 1m70, alors il ne peut pas le récolter. Et il va falloir un certain temps, qui correspond d'ailleurs à toute cette mutation et cette modernisation des campagnes françaises des années 55-60, la création de la politique agricole commune, pour que le maïs devienne... Et pourquoi êtes-vous tombée amoureuse du maïs? Parce que moi, je suis au départ spécialiste de l'Afrique et c'est la plante de sécurité alimentaire par excellence. Vous savez, c'est la seule céréale que vous pouvez consommer verte. Et pourquoi la France est plutôt un pays du blé et pas du maïs? Mais parce que le blé, c'est la civilisation biblique. Nous sommes dans la culture du blé, comme l'Asie est dans la culture du riz. Et le problème du maïs, c'est que les civilisations amérindiennes, elles ont été détruites par les Occidentaux. Et donc le maïs souffre d'être partout une plante étrangère. On le regarde toujours, on a plein de préjugés sur le maïs. Et moi, je suis la femme des combats perdus. Alors, donc, j'ai décidé de réhabiliter le maïs. Olivier Rollinger, heureusement qu'il y a la mer, alors.
et les produits de la mer. Effectivement, heureusement qu'il y a la mer pour que le maïs de la Malinké ait pu revenir justement sur toute l'Europe. Et au même titre que le haricot, que la tomate, que la pomme de terre, enfin bien, que serions-nous sans le Nouveau Monde, que serions-nous sans la mer qui unit les hommes alors que la terre les sépare. Et puis, c'est, pour reprendre les propos du professeur, je pense qu'il y a également ce bon sens paysan, et qui est devenu d'ailleurs, c'est un bon sens qui est allé sur l'eau d'ailleurs. Parce que sans ce bon sens paysan, nous n'aurions pas pu imaginer des équipages, nous n'aurions pas pu imaginer aussi ce sens du travail, d'aboutir, et cet amour aussi de la terre. Je pense qu'on l'oublie dans la notion de bon sens. Vous avez évoqué la notion de amour travail, de la terre, attachement à la terre. Attachement à la terre et respect de la terre. C'est-à-dire respect de ce que l'on produisait. Et c'est justement des dérives que l'on a pu connaître quand même ces dernières décennies, où finalement, bien souvent, d'ailleurs, c'est très récent, on réappelle paysan, mais tout d'un coup c'était presque péjoratif de dire un paysan. Maintenant, c'est presque comme moi tout à l'heure, je dis, je préfère le mot cuisinier à chef. Oui, c'est pour ça que j'ai pas fouillé au départ. Mais effectivement, je pense que le paysan, il y a une noblesse dans le paysan, alors que le technicien agricole est devenu plutôt une machine. Peut-être pas une machine, mais en tous les cas, asservi à des systèmes à la fois politiques et économiques. Alors, on va revenir à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Alain Corbin, les valeurs. Est-ce que les valeurs que vous avez décrites, elles sont encore à l'œuvre aujourd'hui dans la société française? Et comment ce monde rural a forgé la nation française aussi? Ces deux questions un peu proches. Pour ce qui est de la manière dont il l'a forgé, c'est par des procédures successives. Des millénaires. Oui, des millénaires, toutes ces qualités que j'évoquais, dont d'ailleurs les écrivains ont eu l'impression qu'ils étaient en train de les perdre dès la fin du 19e siècle. Le grand roman de René Bazin, qui n'est plus lu beaucoup aujourd'hui, et tous les romans des agrariens, La terre qui meurt. Et autour de cette notion, très beau livre d'ailleurs, cette notion de la terre qui meurt, il y a quelque chose de très riche. Parce que vous parlez de romans, il y a aussi toutes ces traditions littéraires autour du monde paysan. Ah oui, elle est double. Il y a une tradition rose et une tradition noire. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est la tradition rose et ce qu'est la tradition noire. Alors la tradition rose, c'est la pastorale, le bon berger, la bergère, l'idylle. Les romans de George Sand, pas tous d'ailleurs, hein, mais les romans de George Sand par exemple. Et puis, c'est des romans agrariens sur la terre qui meurt, etc. On comprend pourquoi vous êtes un professeur émérite, vous entendant comme ça. Hein. C'est une... mais il y a une tradition noire. Jacques Croquant, la tradition noire. Zola, la terre, par exemple, c'est abominable, c'est très mauvais en ce qui concerne la source historique. C'est un grand roman par ailleurs. Ou alors Huysmans, En rade. Je ne sais pas si vous avez lu En rade, mais on ne peut pas imaginer un portrait plus noir de la bêtise, de la stupidité, de la cupidité du paysan que dans cette littérature qui est reprise d'ailleurs au XXe siècle. Il y a beaucoup de gens Quand on entend Alain Corbin comme ça, Sylvie Brunel, je voyais sourire, on peut être qu'amoureux du monde paysan, du monde rural, de la terre. Oui, je pense qu'il faut justement aujourd'hui venir à la rescousse des agriculteurs, des paysans, parce qu'ils sont souvent attaqués. C'est-à-dire que la société française a oublié d'où elle venait et elle a tendance à les accuser d'être des pollueurs, des empoisonneurs. Et il y a cette fierté aujourd'hui encore du travail, du produit. Vous savez, l'agriculture française, les produits français, et d'ailleurs la gastronomie française a été inscrite à l'UNESCO, sont réputés dans le monde entier. Quand on s'enrichit dans le monde entier, on veut des produits français. Et pourtant, il y a cette distance, cette méfiance du campagnard vis-à-vis du Parisien et du Parisien vis-à-vis du monde rural. Oui, même quand j'étais jeune à Paris, quand un conducteur se comportait mal, on le traitait de paysan. Aujourd'hui, c'est même un pecno, on disait. Paysan, ça suffisait. Mais aujourd'hui, il y a toujours cette tension entre le noir et le rose, parce que vous évoquiez le lisier, les algues vertes, que sais-je encore. Moi, j'ai rien évoqué, c'est vous qui avez parlé. Non, mais si, vous avez dit, on trouve que le paysan, c'est pas bien. Mais inversement, les fermes, on vous emmenez vos enfants, il y a des petits canards gentils, la ferme auberge, dans laquelle on fait survivre en quelque sorte la cuisine des terroirs. Il y a toujours ces deux images. Il y a la méfiance et beaucoup de
nostalgie. Est-ce que c'est propre à la France, cette nostalgie vis-à-vis du monde rural? J'en suis pas totalement certain qu'en Angleterre, par exemple, ça soit exactement la même chose, parce que l'exode rural a vidé les campagnes très tôt. Il n'y a pas eu ces liens familiaux maintenus entre le rural et l'urbain comme en France. Je crois que cette idée du lien familial fantasmé, en partie, est quelque chose, vous le soulignez au début, est quelque chose d'essentiel, parce que chacun est fier d'avoir un grand-père agriculteur. Et chacun est fier d'avoir un grand-père agriculteur éventuellement, aussi d'avoir un grand-père instituteur. Et pourquoi je parle de ça? Parce que vous parlez du rôle de l'instituteur dans votre dernier livre, Les conférences de Marterol, cette place prééminente de l'instituteur dans ce monde rural d'autrefois, notamment celui du 19e siècle. Est-ce que c'est pas ce qui manque aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est ce qui manque, mais il était très important. Primordial. À partir de la fin du Second Empire, d'ailleurs, parce que Jules Ferry n'a fait que sanctionner, en quelque sorte, que l'aboutissement du processus d'alphabétisation. Mais alors là, il y a quelque chose que je voudrais quand même souligner, c'est le passage d'une paysannerie qui fréquentait les veillées, qui se cultivait comme ça. Qui s'est cultivé comme ça, qui lisait les ouvrages de colporteurs, les contes, les affaires de fées, et puis l'école qui, au contraire, change complètement la conception de la planète et la conception de la société et la conception de la politique dans la France de la fin du 19e siècle. Je crois que c'est pour ça que vous avez dû écrire ce livre. Oui, c'est pour ça, parce qu'on ne se rend pas très bien compte comment... On sait très bien comment s'est opérée l'alphabétisation. Mais pas trop le changement de l'univers mental des paysans. Voilà. Sylvie Brunel et Olivier Rollinger. Oui, et on voit des survivants de ces problèmes de cohabitation dans ce qu'on appelle aujourd'hui le périurbain. C'est-à-dire que les urbains reviennent dans les campagnes avec le sentiment de renouer avec des valeurs campagnardes, mais qu'ils ont idéalisées, et ils rencontrent le travail agricole d'aujourd'hui, et parfois il y a de l'incompréhension, et puis il y a aussi, alors pardon, je vais employer un terme qui n'est pas très joli, mais il y a de la disneylandisation des campagnes qui permettent de retrouver les saveurs d'antan. Mais il faut que les deux agricultures aujourd'hui cohabitent. Parce qu'on parle du rôle de l'instituteur, vous êtes breton, oui. Chez vous c'est l'instituteur et le prêtre. Et exactement, enfin, aujourd'hui un petit peu moins. Il y avait le médecin aussi, enfin tous ces notables. Aussi. Oui, mais c'était surtout l'instituteur. Mais en même temps, pour revenir à la cuisine et au monde paysan, je pense que justement le fait d'avoir obtenu cette distinction par l'UNESCO, que le repas gastronomique à la française ait été inscrit ce patrimoine immatériel de l'UNESCO, je pense que c'est tout à fait, c'est pas quelque chose d'une muséification, c'est pas de figer les choses, mais au contraire de transmettre ce patrimoine et au niveau de l'éducation, de le faire comprendre aussi à l'ensemble du grand public que ce monde paysan, bien évidemment, c'est la base de toute cuisine, c'est le garde-manger. Ce sont ces hommes et ces femmes qui produisent ce garde-manger, qui est derrière, il y a un travail, il y a une richesse, il y a un savoir-faire, et c'est la raison pour laquelle, très vite, il nous faudra probablement une cité de la gastronomie dans laquelle le monde agricole jouera un rôle absolument capital. Est-ce que les agriculteurs d'aujourd'hui sont des producteurs? Ça, on le sait, mais aussi des vecteurs culturels du passé. Énorme, et en particulier, on voit aujourd'hui cette proximité que l'on recherche, le monde urbain. Aujourd'hui, on va vers les AMAP, on ne veut plus acheter un produit lambda qui correspond à une marque. On veut qu'il y ait derrière un homme, une femme, un sourire, un travail, qu'il y ait une confiance à nouveau qui se recrée entre les individus du monde de la campagne. D'ailleurs, il y avait, moi aujourd'hui, quand je vois des marchés à la ferme, mais bon sang, surtout, il faut refaire des marchés dans la ville, comme depuis le Moyen-Âge. Et est-ce qu'il y a encore une place, on arrive à la conclusion de l'émission, une place dans la France d'aujourd'hui pour le monde paysan, pour la ruralité? Alain Corbin. Certainement. Quelle ruralité, oui, et puis, bon, ils ne sont pas très nombreux, mais je crois que dans le domaine de la préservation de l'environnement, de la culture du paysage, qui est un des grands avenirs de la France, parce que si elle devient site touristique, comme on peut le penser, il faut que ces paysages disent quelque chose. Et vous parliez, je ne sais trop avant cette émission, des peintres.
Les Japonais ont dans l'esprit les peintures impressionnistes et autres, et ils viennent regarder parce que les paysages en France pour les retrouver. Et ça, le paysan a quand même, à ce propos, un grand rôle, me semble-t-il. Oui, à l'heure où on parle plus que jamais de la planète et du développement durable, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les paysans sont en train de faire une véritable mutation dans les campagnes. Il faut qu'ils produisent beaucoup, parce que le Maghreb a besoin, par exemple, des produits français, 2% de la population mondiale, 20% des importations alimentaires mondiales, mais ils produisent mieux, c'est-à-dire qu'ils sont engagés dans une véritable démarche de qualité. Et ça, on ne le sait pas suffisamment. Un petit mot de conclusion, Olivier Rollinger. Ça, oui, évidemment, c'est un bel espoir que de vouloir que l'on produise mieux. Je pense que surtout, il faut bien comprendre que l'agriculture, c'est justement pas une industrie. Et que l'agriculture, c'est la vie, c'est la sauvegarde de l'humanité. Et c'est ni la sidérurgie, ni l'industrie automobile. C'est quelque chose de capital, de vivant et qui n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à autrefois, on ne peut pas, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même dramatique, c'est que nous produisons déjà trop et qu'il y a évidemment trop de gens qui, malheureusement, souffrent de malnutrition. Donc on ne peut pas rester là aussi dans nos frontières, mais cette globalisation doit nous faire prendre conscience de cette responsabilité que nous avons à l'égard des pauvres. Et c'est pour ça que vous êtes cuisinier et pas grand chef. Hein. Exactement. Pour me rattraper par rapport au début de l'émission. En tout cas, c'est la fin de Parlons-en. Avant de conclure, je renvoie ceux qui voudraient poursuivre ce débat à vos livres, aux livres de nos invités. Alors, le vôtre, Sylvie Brunel, son titre « Géographie amoureuse du maïs » et c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Alors, il y a aussi, notamment, les conférences de Morterolle, où vous parlez beaucoup du rôle de l'instituteur dans les campagnes d'autrefois. Donc ce livre d'Alain Corbin, c'est chez Flammarion. Et puis le dernier ouvrage d'Olivier Rollinger, un beau livre, un très beau livre, Épices et Rollinger, c'est aux éditions Imagine & Co. Et ce ne sont pas des éditions anglaises, mais françaises. C'est bien des éditions françaises. Bretonnes. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir éclairé sur le sens de la France paysanne, de la mémoire paysanne. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine.